Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui dans le chaos le plus total au sein des supporters du PSG autour des dossiers Verratti et Neymar qui font l'actualité depuis 2-3 jours. Alors, cette saison a été incroyable, on a vécu plein de moments fous en matière de divertissement, mais là j'ai l'impression qu'on a atteint un point culminant de l'hystérie ambiante autour de ce club. Entre les supporters pro-institution qui sont très contents, Neymar, Verratti dégage, ça y est, le club prend ses responsabilités, change de direction, c'est super. Et de l'autre côté, ceux qui hurlent à la mort du club parce qu'on perd trop de talent d'un coup. Évidemment, les positions sont inconcevables parce que c'est des conceptions profondes en fait. C'est pas sur des subtilités qu'ils s'affrontent. C'est pas possible de débattre entre les deux parce que c'est juste la vision du foot, la vision du club. C'est des débats qui sont beaucoup trop larges. Ce qui mène du coup à des insultes, à de l'hystérie totale. Mais ça, de toute façon, c'est alimenté par le club et les médias, comme je le dis très souvent. Et donc, dans cette vidéo, on va prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre camp. On va essayer de mettre de la demi-mesure, de la nuance, tout en prenant position sur des subtilités, bien évidemment, et en essayant d'être objectif, en prenant tous les paramètres en compte. Alors, par où commencer? Ça, c'est une vraie question. Parce que Verratti, c'est 12 ans d'histoire au PSG. Neymar, ça fait quand même 1 an et demi que le club veut le faire partir. Donc, d'où est-ce que tu pars? Personnellement, j'ai choisi la conférence de presse de présentation de Luis Enrique parce que c'est bizarre que ces dossiers soient activés début août, après la préparation au Japon, alors que les deux joueurs, tu pouvais les mettre au loft, comme tu l'as fait avec Neymar, tu pouvais les forcer à partir dès la mi-juin. Tout commence lors de cette présentation parce que Luis Enrique te dit à ce moment-là, quand un journaliste lui demande si Neymar sera un homme de base, ce genre d'informations j'aimerais vous les donner, mais c'est interne. Je dois parler aux joueurs, les voir s'entraîner, se comporter et prendre des décisions dans le consensus. Il va y avoir des changements, c'est une nouvelle ère. Évidemment, c'est lourd de sens. À ce moment-là, on aurait dû s'en rendre compte. Et aujourd'hui, selon les informations, bon déjà, ce qui est véridique, c'est que ce sont Luis Enrique en personne et Luis Campos qui ont annoncé à Neymar et Verratti hier qu'ils ne comptaient pas sur eux la saison prochaine. C'est pas Nasser. On pourrait penser que c'est Doha qui, encore une fois, impose leur décision à l'entraîneur. Mais ce timing me paraît quand même très bizarre. Et franchement, je n'écarte absolument pas la possibilité de voir Luis Enrique tâtonner, voilà, au Japon, regarder le comportement de Neymar et Verratti. Il y a eu des rumeurs comme quoi Verratti était revenu un petit peu en surpoids avec un manque de forme qui pourrait s'expliquer par le fait que Luis Enrique lui ait pas donné beaucoup de temps de jeu, même s'il est en instance de départ, d'accord, pas de problème. Neymar pareil, l'entourage faisait fuiter que le joueur était prêt à démarrer un match, au final il démarre un petit peu sur le tard, par exemple contre Al Nasser, on pensait tous qu'il allait rentrer, et au final c'est pas le cas. Donc vraiment que Luis Enrique est attendu, laisser un mois pour voir un petit peu l'état d'esprit des joueurs et qu'au final, il en tire la conclusion que les mecs, à leurs âges, ne sont plus très motivés pour le très haut niveau. Franchement, ça ne m'étonnerait pas en fait, parce qu'il l'a déjà fait en Espagne, il a dégagé plein de leaders, Sergio Ramos évidemment c'est l'exemple le plus parlant, Gérard Piqué aussi, il s'est brouillé avec plein de joueurs parce que c'est quelqu'un qui veut un groupe uni derrière lui, les stars il en a rien à foutre, voilà, parce que c'est lui en fait. C'est lui la star, c'est lui qui guide son groupe et c'est pour ça que je commencerai par là. Personnellement, je crois aux informations qui nous disent que oui, Luis Enrique s'est activement impliqué dans ce dossier et pour cette décision de mettre un petit peu Neymar et Verratti hors plan, même si bien sûr pour l'instant ça n'a pas grande valeur, hein, parce que les deux ne sont pas en instance de transfert absolument avancée, hein, pas de visite médicale prévue, pas grand chose quoi. Pour Verratti, l'Arabie Saoudite a revu son offre de 30 millions à la hausse vers 45, qui a encore été refusée parce que le PSG en attendrait 60-80. Et Neymar, on est aux prémices du dossier. Voilà. Donc, je vois bien Luis Enrique trancher à vif. Voilà. Alors, par rapport à son projet de jeu, je comprends plus que Luis Enrique veuille dégager Neymar que Verratti. Dans le sens où c'est un entraîneur qui veut la possession, les circuits de balles, les ouvertures sur les ailes, mais pas forcément le jeu en rupture de Neymar. Hein. C'est-à-dire que les passes en profondeur verticale et tout ça, avec du coup le déchet technique que cela procure, je ne suis pas sûr qu'aux yeux de Luis Enrique, je ne parle pas pour moi, ni pour vous, vous allez me dire, ouais, Neymar c'est un grand talent et tout ça, oui, pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le jeu
basé sur les automatismes de Luis Enrique. Je suis pas sûr que l'imprévisibilité de Neymar lui plaise réellement en 2023. Ou du moins, je vois plus de logique à faire partir Neymar que Marco, parce que par contre, Marco Verratti, je vois pas grand argument tactique pour le faire partir, parce que dans ce système un peu en 3-4-3 avec au milieu un carré là, deux milieux défensifs et deux milieux offensifs, Verratti à côté d'Ugarte défensivement, enfin, sachant que Verratti a quand même la qualité de passe pour chercher entre les lignes et tout ça, alors ok, le mettre sur la ligne avancée, pas de problème, je comprends, parce que c'est vrai que dans les 30 derniers mètres adverses, il est un peu ridicule, avec sa frappe de balle, sa prévisibilité, parce qu'il va toujours chercher un partenaire. Mais par contre, plus bas, peut-être un déficit de taille. Et encore, parce qu'à la perte de balle, c'est quand même quelqu'un qui harcèle l'adversaire quand il est bon, il te fait des tacles dans le bon timing, il peut te récupérer quand même pas mal de ballons. Et donc, dans cette position-là, milieu à gauche à côté d'Ugarte, ben en fait c'est parfait. Voilà, tactiquement, je vois pas grand chose à redire. Alors que sur Neymar, je comprendrais plus que Luis Enrique nous dise c'est un joueur de rupture, au-delà du fait qu'il joue la moitié des matchs et tout ça, hein, tactiquement c'est un joueur qui va apporter de la folie, de la créativité et tout ça, c'est très bien. Mais le problème c'est que moi je veux une équipe qui a des automatismes, des mecs qui savent quoi faire quand on perd le ballon et qui quand on l'a, quitte à être un peu trop prévisible, en fait c'est le football des consignes, Luis Enrique, c'est tout, c'est le football de Pep Guardiola, c'est simple. Alors, donc c'est Fabrice Hawkins qui nous a dit, hein, le PSG a prévenu que Neymar, Verratti, Sanchez, Ekitike, Bernat, on ne comptait pas sur eux. C'est vraiment le mercato le plus dingue, hein, parce qu'évidemment il y a les dossiers Mbappé, les dossiers Neymar et tout ça. Je rappelle que dans le sens des arrivées, je crois qu'on est à la 8e recrue pour quasiment 300 millions, c'est absolument extraordinaire, et ça ne s'arrêtera pas, hein, qu'il y ait départ ou non, c'est-à-dire que, voilà, Neymar, Verratti, Mbappé, s'ils restent, il y aura quand même d'autres recrues. Colomani, je pense qu'on le fait, même si les autres restent. S'il y en a un qui part, du coup, ça fera encore des recrues en plus. Enfin, c'est assez dingue ce qu'on vit cet été. Surtout qu'en plus, le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as reçu une offre de 30 millions fixe d'Everton. Donc, c'est-à-dire que tu ferais de la plus-value, puisque tu as mis 28 millions l'année dernière sur Ekitike. Et Everton t'en propose 30, c'est absolument dingue. Surtout que c'est pas un des clubs les plus riches en première ligue. Je crois qu'ils ont un nouveau stade, ce qui les a un petit peu affaiblis financièrement. Mais c'est un peu, c'est incroyable. C'est incroyable de se dire ça, qu'on a 30 millions sur la table. C'est Sportzone qui a eu l'exclusivité hier, il nous disait 35 millions. Là, c'est Bruno Salomon, France Bleu, qui confirme aujourd'hui, qui dit plus 30 millions, mais même 30 millions, c'est encore un événement un petit peu paranormal au vu de la saison qu'il te fait. Et surtout, en fait, proposer 30 millions, sachant que le PSG en accepterait 20, voire 15, tu te dis, mais les mecs en face sont complètement déboussolés, quoi. Enfin, la première ligue, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et encore, c'est pas le club le plus riche, ils ont des problèmes d'argent. C'est dingue de se dire ça. Bon, bref. Donc la rencontre a été confirmée par pas mal de médias. Loïc Tanzi nous dit que Al Hilal va faire le forcing pour les deux. Al Ahly, second club qui s'intéressait à Verratti, s'est positionné sur Thiago Alcantara, offre à 12 millions d'euros. Donc pour Verratti, ça fait du coup qu'une seule option en Arabie. Mais il y a des clubs européens qui s'y intéressent, Barcelone et le Bayern. Je suis content parce que, on y reviendra plus tard, mais beaucoup de gens nous disent oui, Neymar, Verratti, il faudrait se poser des questions. Ils attirent personne en Europe. Bah là, du coup, leur thèse est un petit peu tombée à l'eau. Bon, Neymar, évidemment, il y a le Barça, faut voir la formule. Qu'on soit très clair, Neymar, c'est 70-80 millions minimum. Hein. Enfin, je fais partir que dans le cadre d'un transfert sec à 70-80 millions, prêt avec option d'achat. On abandonne tout de suite. Voilà, soyons très clairs. Alors, l'Arabie Saoudite. En fait, c'est compliqué les destinations exotiques parce que d'un côté, la MLS, le mercato s'est terminé le 2 août chez eux. Visiblement, il y aurait un club de Los Angeles qui a bougé selon Loïc Tanzi pour essayer de faire un peu de la concurrence à Miami. Même si Miami est la destination. Enfin, Neymar va toujours en vacances à Miami. Donc, je pense que l'Inter Miami a une longueur d'avance dans sa tête par rapport aux autres clubs. Et en fait, alors selon beaucoup de médias, Neymar ne compte pas partir dans une destination exotique. Fabrice Hawkins a dit un petit peu l'inverse. Hier, il nous dit l'Arabie Saoudite, il ferme pas totalement la porte. Moi, je pense que le point facteur X, c'est le père.
le père, parce qu'il aime tellement l'argent, il a tellement la main sur les choix de son fils que s'il décide de lui mettre une claque aux fesses et de le foutre dans le jet pour Riyad, je pense qu'il y a moyen que Neymar y aille en fait. C'est pour ça que sur le dossier Neymar, pour moi, c'est Neymar paille un petit peu le facteur X, comme en 2017 hein, sur le transfert. En réalité, il joue un très très grand rôle. Hein. De toute façon, c'est comme Faiza avec Mbappé, c'est comme Véronique avec Rabiot. C'est encore la plaie de toute façon des parents qui sont investis dans la carrière des joueurs, bien évidemment. Bon, bref. Alors, bien sûr, tu perds beaucoup de talent. Bien sûr, si l'un des deux part, il va falloir le remplacer. Et globalement, au 10 août, ça me paraît très compliqué. Neymar, instinctivement, tu as Joao Félix qui te vient, mais en fait, ça me Joao Félix ne me hype pas du tout, tu vois. À la limite, un Florian Wirtz, peut-être. Mais alors, Joao Félix, pas du tout. Pour Verratti, alors on pourrait me sortir Barella, mais je l'ai déjà développé. L'Inter ont vendu pour plus de 100 millions. Surtout, ils ont vendu sur chaque ligne titulaire. Je vois pas pourquoi à la mi-août, il ferait partir Barella. Puis lui aussi est attaché au club. Il y a Benasser du Milan AC. Le problème, c'est qu'il s'est blessé pour 6 mois. Il a été opéré en mai. Et puis surtout, le Milan ont vendu Tonali pour 80 millions. Donc leurs comptes vont bien. Est-ce qu'ils accepteraient de faire partir Benasser Je sais pas trop. Benasser, on s'y intéressait quand Leonardo était là. Il n'avait pas une clause libératoire à 50 millions, lui, à l'époque, j'en suis pas sûr. Mais voilà, c'est typiquement le genre de dossier où le remplacement, enfin, tu peux pas faire partir le joueur sans savoir qui va le remplacer, en fait, sans avoir bouclé le remplaçant. Et c'est juste, moi, juste mon facteur X sur le dossier, voilà, c'est tout. Les mecs, Neymar, Verratti, moi, je suis d'accord pour les faire partir si tu as le remplaçant, et si le remplaçant est le bon joueur en fait, si c'est de la classe mondiale et tout ça, pas si c'est Nunes ou un Joao Félix. Mais si on parle objectivement, si on retire cette optique, il y a des questions à se poser. Déjà sur la volonté des joueurs, surtout Marco Verratti, parce que j'ai l'impression que les échos quand même depuis quelques mois nous disent que c'est vraiment Marco qui en a marre en fait. Marco qui a pété un plomb. Rappelez-vous, en fin de saison, il va DM Jérôme Roten pour lui expliquer qu'avant l'URQSI ça gagnait pour et tout ça, que c'est une légende machin chouette. Faut péter les plombs quand même pour aller chercher Jérôme sur Instagram. Et surtout, ça se comprend en fait. Ça fait 12 ans que le mec est là. Encore une fois, l'hystérie des médias, il a été victime, Verratti, comme Neymar, d'une cabale de Daniel Riolo, bien évidemment. Hein. Même si, bien sûr, il y a du vrai dans le discours de Daniel Riolo, on ne peut pas enlever le fait que c'est pas un discours. C'est une cabale qu'il mène depuis quelques années contre ces deux joueurs-là, parce que c'est ridicule, en fait, de toujours ramener à eux, de toujours les mettre au centre du débat, et de ne pas être objectif, tout simplement. Donc, la lassitude se comprend. Donc le problème, c'est que si le mec n'a plus de motivation, bah, qu'est-ce que t'en fais en fait? Neymar, je comprends un petit peu moins parce qu'à la mi-juin, il te disait je resterai avec ou sans amour. C'est un peu bizarre, ces velléités de départ de Neymar comme ça, c'est un peu bizarre. Maintenant, le talent, bien sûr, tu le perds, mais aujourd'hui, le foot évolue. Le foot évolue dans le sens où, comme je le disais en fait, le talent perd sa place au profit des automatismes. C'est pas pour rien que tout le monde se plaint du fait que les Neymar, les Verratti, voilà, typiquement, c'est le genre de joueur qu'on ne voit plus en fait. L'imprévisibilité, la créativité, les joueurs de ballon qui jouent dans les petits espaces, qui te font des gestes un petit peu venus d'ailleurs, c'est un petit peu perdu au profit des joueurs qui sont à la salle tous les jours, qui misent sur la vitesse, sur le fait d'être bon partout dans tous les compartiments du jeu, et les entraîneurs aussi, évidemment, qui mettent en place des animations complètement rodées, avec des automatismes et qui du coup laissent un petit peu moins de place à l'expression individuelle des joueurs. Moi, je crois à cette thèse-là, qui est quand même très généraliste. Là, on parle de philosophie du foot, en fait. Par exemple, Pep Guardiola, foutre Neymar dans l'effectif de Pep Guardiola, d'un côté, peut-être que Pep Guardiola peut le mettre au diapason, mais de l'autre, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant, parce que je vois bien Pep dire à Neymar, tu fais ci, tu fais ça, machin chouette, et Neymar péter les plombs, quoi. Parce que le mec a besoin de liberté, en fait. Tout simplement, voilà, c'est le genre de joueur que tu dois appréhender avec des libertés. Seulement aujourd'hui, le foot, bah, c'est plus trop ça. Tout est vraiment téléguidé depuis le banc. Luis Enrique fait partie de cette génération. Et je ne serais pas aussi défaitiste, pessimiste que les autres, parce que, bien sûr, c'est des joueurs de grand talent. Mais déjà, si les mecs n'ont plus la motivation, il faut se poser des questions. Et ensuite, avec la MNM machin chouette, on encaissait beaucoup de buts. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe sera peut-être plus équilibrée. Peut-être que tu vivras un petit peu moins de vagues de domination par les adversaires. Alors bien sûr, tu marqueras moins de buts.
Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu peux pas nier. Tu auras beaucoup moins de talent. Je pense qu'au début, tu prendras beaucoup moins de plaisir devant ta télé. Voilà. Mais à la longue, si les automatismes sont créés, oui, Luis Enrique peut bien travailler. Maintenant, il faut aussi lui donner les bons joueurs. Voilà, sur le mercato. Et on en revient au même point. Il faut remplacer Neymar et Verratti absolument par des bons profils et tout ça. C'est la condition pour les faire partir. Voilà, par exemple, sans ballon, ça courra beaucoup plus, ce sera plus fiable. Voilà, ça se repliera et tout ça. Parce que, enfin, Neymar, ça joue la moitié des matchs, quoi. Et maintenant, on va s'attaquer aux financiers. Neymar, 30 millions par an pour jouer la moitié des matchs. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est le deux poids deux mesures qu'on va dénoncer parmi les supporters. C'est-à-dire que les mecs te disent depuis juin que Mbappé, il faut absolument le dégager. Les mecs, le remplacement d'Mbappé, ils en ont rien à branler. Mbappé, il faut absolument le faire partir, c'est le plus gros des mercenaires. Mais quand c'est Neymar et Verratti, le ciel leur tombe sur la tête. Et vraiment, c'est ce deux poids deux mesures que je vomis en fait parmi les supporters du PSG, parce que c'est dingue. Enfin, c'est fou quoi. Ça fait un mois qu'on nous dit que Mbappé doit absolument partir, que c'est une vermine, qu'en Ligue des Champions, il n'a jamais rien fait avec le PSG, que les statistiques, on le remplacera, on les aura, machin chouette. Et là, Neymar, Verratti, oh là 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 là, attention. Neymar qui joue la moitié des matchs, Verratti qui n'était pas là quand on est allé en finale de Ligue des Champions. Les mecs, ça y est, le ciel leur tombe sur la tête, c'est fini, le club va mourir en fait. Voilà. Donc, si tu te plains des départs de Neymar et Verratti, il y a un mois, tu te plains du départ de Mbappé en fait. C'est tout. C'est simple, c'est comme ça. T'es fidèle à tes idées, à tes machins chouettes, je sais pas quoi. Mais financièrement, ce que je veux dire aussi, c'est que on a fait des erreurs avec tout le monde en fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors il y a le contrat de la honte avec Mbappé, évidemment que c'est la plus grosse erreur. Il y a Messi que tu as fait signer en 2021, ça n'avait absolument aucun sens. Il y a Neymar que tu as prolongé, on le rappelle aussi en 2021 jusqu'en 2027, ça pareil, ça n'avait aucun sens de le prolonger jusqu'à ses 35 ans. Voilà. Encore un coup de folie. Et la masse salariale à 700 millions de l'année dernière, c'est complètement dingue parce que de l'autre côté, en fait, tu peux te plaindre. Et c'est vrai, les mecs, le plus gros regret qu'on a avec tous ces joueurs de talent, c'est qu'ils n'auront pas été entourés. En fait, moi, celui avec lequel j'ai plus d'empathie, c'est Verratti. C'est Verratti, parce qu'il n'a jamais été entouré au milieu de terrain. Neymar, Mbappé, Messi, c'est pareil. En attaque, le problème, c'est que derrière, les mecs avaient des gros tocards à la perte de balles qui faisaient que tu encaissais des buts bêtement et tout ça. Voilà. Mais de l'autre côté, bah, sur la masse salariale, ils te prenaient tellement de place, les trois, que tu ne pouvais pas recruter de joueurs de classe mondiale. Pas pour les indemnités de transfert. Tu peux les mettre. Avec l'amortissement et tout ça, ça passe. Mais pour le salaire, enfin, je ne sais pas si les supporters se rendent compte qu'on avait une masse salariale à plus de 700 millions l'année dernière. Et que donc ça nous a bloqué complètement en fait. Voilà. Et ça m'amène à un autre très gros point. Et là je pense que c'est le plus gros point de la vidéo, parce que j'ai vu peu de personnes en parler, pourtant c'est une information très importante. Le PSG, vous le savez, depuis quelques mois, veut vendre une partie de son capital à un actionnaire. Donc Nasser s'est activement mis au boulot pour rechercher. Et donc ça devrait être finalisé avec Arthos Partners, qui sont donc des Américains, que Nasser a reçu à Paris cette semaine. Ultime réunion de 3h30. Il leur a fait visiter le campus à Poissy. Ils ont rencontré Luis Enrique et donc ils devraient racheter entre 5 et 15% du capital. Nasser a été approché par des investisseurs asiatiques pendant la tournée, mais il a repoussé parce qu'il leur a donné la priorité. Donc on devrait toucher au bout avec ce dossier. Écoutez, je pense que l'hypothèse de le PSG allège complètement sa masse salariale en faisant partir Neymar et tout ça pour faire plaisir à son actionnaire ou tout simplement pour finaliser le dossier. Personnellement, les gars, je pense qu'elle n'est pas à mettre de côté parce que je rappelle que 700 millions de masse salariale, enfin, imaginons, bon, pour faire plus simple, imaginons que les Qataris veulent vendre le PSG. Aujourd'hui, c'est possible. Et ils feraient une plus-value immense par rapport au prix d'achat qu'ils ont fait, bien évidemment, même s'il y a eu des investissements entre-temps. Parce que le PSG, aujourd'hui, tu le vends 4-5 milliards. Et je pense que un vendeur, c'est facile à trouver. Voilà. Tu vas à Singapour, tu vas aux États-Unis, tu vas au Japon. Je pense que tu trouves. Et en plus, on a l'avantage avec les Qataris de, par exemple, dans le cadre, leur dire vous nous achetez le PSG plus cher que la valeur marché. Et nous, on vous offre quelques contrats pétrole, BTP au Qatar. Tu vois, comme tu es un État, tu peux leur offrir des contreparties. Alors, ça s'assimile un peu à de la corruption, mais c'est l'avantage qu'on a. Voilà, parce que c'est tellement puissant le Qatar que tu peux faire ça avec les futurs acheteurs. Le problème, c'est que les mecs mettent 5 milliards, ok, c'est pas un problème. Le plus gros problème à une vente du PSG aujourd'hui, c'est justement cette masse salariale.
personne ne voudra balancer 700 millions de salaires par an. Ça, c'est une réalité. Alors, tu as fait partir Messi, donc je pense que tu te retrouves aujourd'hui plus autour des 600. Ce qui est déjà énorme. Il faudrait plus descendre aux 450 et encore, tu vois. Donc, si Mbappé part l'année prochaine, pareil, le contrat de la honte est annulé, n'est plus valable, donc tu perds encore. Mais pour valider donc parce que du coup, les Qataris vendent 5 à 15% du club, en réalité, je pense que les Américains, ils veulent quelques garanties sur la masse salariale. Et pour moi, c'est vraiment pas à écarter que si Neymar, on s'active là le 10 août sur un départ, c'est pour se libérer, parce qu'on voit que du côté Mbappé, la situation tourne en rond, et que les Américains ont demandé pour finaliser d'avoir une masse salariale un petit peu plus saine. Moi, personnellement, j'y crois complètement. Je crois complètement à cette hypothèse que je mets en avant dans la vidéo. Bon, bref. Et évidemment, cette question financière ouvre la question du désintérêt du Qatar que beaucoup de gens nous prônent depuis des mois. Le Qatar, après la Coupe du Monde, va se désintéresser. Bon, déjà, le Qatar ont balancé un argent monstre dans la Coupe du Monde sans avoir vraiment de retour sur investissement financier, bien sûr. En matière de soft power, on peut discuter, mais financièrement, ça a été fait à perte, mais plus qu'à perte. Le problème, c'est que le Qatar, c'est pas le pétrole, c'est le gaz naturel liquéfié, ce qui, d'un point de vue écologique, est mieux vu, mieux perçu que le pétrole. Et surtout, le Qatar, la majeure partie de leur contrat, c'est avec l'Asie. L'Asie, où là-bas, la conscience écologique, ils s'en foutent. C'est-à-dire que les mecs ont signé des contrats jusqu'en 2050 avec le Japon, la Thaïlande, la Chine, qui sont évidemment les puissances de ce 21e siècle. Donc, en matière d'argent, le fonds souverain du Qatar, je pense, arrive sur ses plus belles années. Parce qu'en plus, ils ont trouvé un nouveau gisement de gaz naturel liquéfié dans le champ Northfield, et qui partage avec l'Iran, là, dans le Golfe, sur les frontières maritimes. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue, en fait. Cette image de, ça y est, après la Coupe du Monde, le Qatar va disparaître, il faut se l'enlever. Et donc, pour revenir sur le PSG, bon, le centre d'entraînement à 300 millions. Le fait que tu veuilles acheter ton stade. Alors, ces deux éléments, certains pourraient me répondre, oui, c'est pour mieux vendre. T'achètes ton stade parce qu'un club qui possède son stade, évidemment qu'en matière de valeur marchande, ça vaut beaucoup plus. Ok, j'y crois. Mais alors là, ce qui a enterré tout espoir de désintérêt du Qatar, c'est le mercato. C'est le mercato. Quasiment 300 millions balancés, je ne sais pas si on se rend compte. 60 sur Gonzalo Ramos, 60 sur Ugarte, 50 sur Dembélé, 45 sur Lucas Hernandez. T'as payé plus cher que la clause libératoire sur Lee Kang-in, mais c'est la... Enfin les gars, c'est fou. On fait un mercato à 300 millions. Et ça, je trouve que peu de personnes en parlent en fait. Parce que le PSG, en réalité, restera toujours une puissance mais absolument dingue en fait. Le problème, c'est que les 300 millions, tu les as dépensés sur 8 joueurs. 8 joueurs qui sont certes jeunes, mais qui t'apportent beaucoup moins de garanties que si tu avais fait 3 joueurs par ligne, 3 joueurs à 100 millions, qui seraient évidemment de classe mondiale. Et encore une fois, voilà, on revient à la masse salariale. Gonzalo Ramos, je pense que ça ne dépasse pas les 5 millions nets. Et donc le PSG doit vraiment faire très très attention à sa masse salariale. Ce qui me contredit un peu là-dessus, c'est que Nasser, quand il s'est emparé des dossiers Dembélé et Lucas Hernandez, je pense qu'en brut, il a dû donner plus de 20 millions de salaire en fait. Donc en fait, il a niqué tout ce que je viens de dire sur les 30 dernières secondes, quoi, sur les salaires. Mais bon bref, ça c'est ce bon vieux Nasser, quoi. Quand il a le chéquier, il peut plus s'arrêter, il compte plus les zéros. Bon bref, bon, dans tous les cas, voilà. Le deux poids deux mesures des supporters, parce que le départ de Mbappé, t'en as, ça les inquiétait pas, mais alors Neymar Verratti, c'est la fin du monde. Et à l'inverse, hein, les pros Mbappé, quand Mbappé allait partir, ça y est, c'était la fin du PSG, fallait aller supporter le Real Madrid. Et maintenant, Neymar Verratti, bon, tout le monde s'en fout, c'est des alcooliques et tout ça. Et évidemment, t'as les autres. Alors moi, c'est ceux que je préfère. Je me suis pas éternisé sur les deux premiers types de supporters, mais alors celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. Beaucoup l'appellent le PSG parallèle. Moi, je les appelle les simplés. Les simplés, pourquoi? Parce que ça, c'est les supporters qui sont toujours contents. Peu importe ce que le club fait, ils sont contents, le club prend la bonne décision, le club va dans la bonne direction, chaque été ils sont heureux, et puis après en mars, ils gueulent. Ils sont pas contents, ils chialent comme tout le monde parce que ils sont tombés dans les fausses promesses du club. Voilà, ça c'est absolument extraordinaire parce qu'aujourd'hui ils te disent, ça y est, c'est la fin des statuts, les stars, elles dégagent, la logique sportive revient, on a des jeunes à développer et tout ça. Ça me fait marrer parce que, encore une fois, c'est complètement faux, les gars. La réalité, c'est que... La réalité, c'est qu'en fait,
ça m'inquiète plus qu'autre chose, les départs de Neymar et Verratti, parce que le plan du mercato, c'était pas du tout ça en fait. Le plan du mercato, c'était de continuer sur le bling-bling. C'était signer Harry Kane, peu importe si le joueur voulait ou pas, signer Bernardo Silva à coût de salaire à 12-15 millions d'euros. L'année dernière, c'était Lewandowski. Et au final, en fait, le mercato, c'est des plans B à tous ces joueurs. Parce que le PSG n'est plus capable de faire de gros transferts. C'est ça la réalité. Ne tombez pas dans ce discours de révolution, machin chouette, ah ça y est. Non, la révolution, ça n'en est pas une en réalité. C'est juste tes plans B parce que tes plans A, t'es incapable de les boucler. Et c'est ça qui me fait peur en fait avec les départs de Neymar, machin chouette, c'est que le club n'arrive pas à mettre en place ses plans en fait, tout simplement. Pareil, tu me dis, ah, t'apportes de la fiabilité, mais tu signes Ousmane Dembélé qui joue la moitié des matchs, qui a un apport statistique, qui a marqué autant de buts en 6 ans que Mbappé sur la dernière saison. Mais qui croit au discours du club, quoi? Comment on peut se réjouir de ça? Si on parle objectivement, quoi. Alors, je suis peut-être très pessimiste, mais sérieux, ça me fait trop rire, là. Les simplés qui nous disent, ah, je suis heureux, Neymar, Verratti s'en vont, ah bah, mangez votre merde, bref. Et pourtant, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu. Neymar et Verratti, franchement, j'essaye d'être objectif avec eux. Voilà, ils ont leur part de responsabilité. Et puis pareil, sur la question du développement des jeunes, non mais sérieux, avant de foutre 60 millions sur Ugarte et Gonzalo Ramos, mais je sais pas, envoie des scouts au Brésil pour essayer d'être sur ce marché-là. Parce qu'en fait, moi, c'est là le béaba. Le PSG, aujourd'hui, peut pas rivaliser en matière d'attractivité, et même financièrement, avec la Première Ligue. Avec tous ces clubs qui attirent tous les joueurs. Donc pour moi, le PSG, s'ils veulent continuer à rester viables sur la scène européenne, il faut se positionner sur les marchés reculés. Le Brésil, l'Argentine, les Balkans, envoie des scouts là-bas et prend les meilleurs joueurs à la source, tout simplement, comme le fait le Real. Avec Vinicius, avec... oh, j'ai perdu son nom, je le perds tout le temps, le joueur qu'ils ont recruté à 60 millions cet hiver. Là. Bref, d'ailleurs, on était dessus. C'est ça qui est dommage, c'est que tout l'hiver, on a eu plein de rumeurs auprès de plein de jeunes, et au final, on n'en a bouclé aucun. Le petit croate Vuskovic de 15 ans, le défenseur central, on a fait partir Bichabou pour 15 millions. Super, son club, c'est ce qu'il demande comme montant. Bah on l'a pas mis, il est toujours pas signé. Et c'est ça en fait qui me frustre un petit peu. C'est développement des jeunes. Mais plutôt que d'aller au Portugal, rincer Jorge Mendes et tout ça, va au Brésil, va chercher les mecs à la source tout simplement. Parce qu'en plus, ils n'ont pas forcément plus d'expérience que tous les mecs qui jouent au Portugal et qui ont qu'une seule saison dans les pattes. Bon bref. 27 minutes de vidéo. Je pense que le reste de ce que j'avais, on en parlera peut-être demain, les gars. Hein. On va faire une autre vidéo demain. À suivre, voilà. Dans tous les cas, je vous ai donné mon avis, un petit peu de demi-mesure. Et en tout cas, les supporters du PSG, merci de nous divertir. Je fais partie d'aucun des trois camps, mais en tout cas, ils nous divertissent bien parce qu'ils se tapent dessus, ils s'insultent, alors qu'en fait, aucun des trois sont objectifs, en fait. Voilà. Les trois sont à un moment donné trompés. Soit parce que, par amour du joueur, les mecs font du deux poids deux mesures par rapport à Mbappé, soit parce que les mecs sont complètement aveuglés par ce que le club fait fuiter dans les médias, hein, là je parle des simplés, après en mars ils chialent. Bon bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve demain pour débriefer la conf de Luis Enrique et revenir sur tout ce que j'avais à dire, par exemple les pertes sportives, quel joueur avec lequel je serai le plus indulgent sur tous ceux qui sont en instance de départ, et un petit peu le dossier Mbappé. Bonne soirée, ciao les amis.